Medialp, 20 points de vente dans la région, de vente et location de matériel de confort médical, vous présente Check-up. Les assurances santé et les solutions de prévoyance de la Caisse d'épargne vous présentent Check-up. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Check-up, le magazine de la santé et de l'innovation de Télé Grenoble. Dans une quinzaine de minutes, nous nous intéresserons à l'insuffisance cardiaque avec des cardiologues et un patient. Mais avant cela, je salue les chroniqueurs sur ce plateau. Vincent Templaron, bonsoir. Bonsoir Marie-Caroline. Vous êtes toujours président de Medicalps et ça c'est une bonne nouvelle. Medicalps, c'est le cluster des entreprises de santé innovantes à Grenoble et en Isère. Et comme tous les mois, vous nous accompagnerez dans ce numéro pour nous apporter votre expertise et vos questions pertinentes. Julie Ségala est également parmi nous aujourd'hui. Bonsoir Julie. Bonsoir. Dans quelques minutes, nous découvrirons avec vous un nouveau coin des mômes. Mais pour l'heure, on ouvre une page innovation dans laquelle il va être question de scoliose. Tiens-toi droit. C'est souvent à l'occasion d'une visite médicale à l'école que la scoliose, une déviation de la colonne vertébrale, est diagnostiquée. Au CHU Grenoble-Alpes, les cas les plus graves peuvent être opérés grâce à une technique très particulière, déjà fréquemment utilisée au Canada et aux États-Unis, alors même que l'enfant n'a pas terminé sa croissance. C'est un reportage de Julie Ségala. C'est une technique révolutionnaire qui peut changer la vie de nombreux adolescents. Allongé sur la table d'opération, ce jeune garçon de 14 ans souffre d'une scoliose sévère. L'objectif du professeur Courvoisier, redresser sa colonne vertébrale. L'objectif, c'est de placer des vis sur la convexité de la courbure et qui ensuite vont être reliées entre elles par un câble qu'on va tendre et qui va amener la courbure qui était comme ça, on va l'amener un peu comme ça. L'opération réalisée sous radioscopie ne dure que 2 heures. Peu invasive, elle ne nécessite que quelques incisions de 2 à 3 cm pour placer les 7 vis le long de la colonne vertébrale. Mais seuls certains patients âgés de 9 à 11 ans avec une scoliose d'au moins 40 à 45 degrés peuvent en bénéficier. L'idée, c'est de proposer cette opération à des gens qui seraient déjà éligibles à une opération en fin de croissance. Habituellement, l'opération conventionnelle, celle où on bloque la colonne vertébrale, elle se pratique plutôt vers 15-16 ans. Et on décide de faire cette opération aux alentours de 45-50 degrés de scoliose. Imaginons qu'on ait déjà ce type de degré ou cette amplitude de scoliose à 9-10 ans, c'est long d'attendre jusqu'à 14-15 ans et le risque, c'est qu'on voit la scoliose s'aggraver malgré le traitement par corset. Emma est l'une de ces patientes. La scoliose de cette adolescente de 13 ans avait atteint plus de 75 degrés. Grâce à l'intervention, sa colonne vertébrale s'est considérablement redressée en seulement quelques mois. Oubliez le corset, Emma peut désormais vivre quasiment normalement. En fait, elle marchait vraiment carrément sur le côté, les épaules toutes désaxées, la hanche aussi, c'était ouais, même pour elle, je veux dire, elle osait même plus se mettre en t-shirt, en maillot de bain, c'était horrible, l'été dernier, c'était une catastrophe. Je me sens bien, mais j'ai un peu peur que les vis, genre, elles bougent, enfin, voilà. Et voilà, enfin, après, je peux pas faire beaucoup de choses, je peux pas courir, je peux rien faire, quoi. Oui, pour l'instant. Mais... En France, ils ne sont que 2 à pratiquer ce genre d'intervention, l'un à Grenoble, l'autre à Lyon. Depuis 2014, le professeur Courvoisier a opéré une quinzaine d'adolescents. Si pour l'instant les résultats sont positifs, la technique doit encore faire ses preuves. Emma sera donc suivie jusqu'à la fin de sa croissance avec des radios tous les 6 mois pour contrôler l'évolution de sa scoliose. Et Julie, qui s'est penchée sur la scoliose des jeunes adolescents, s'intéresse aussi aux petits bouts, aux tout petits bouts. Et dès leur arrivée au monde, c'est le coin des mômes.
On vous retrouve donc, Julie, pour nous parler, comme vous allez régulièrement le faire, des enfants, des bébés aux ados, mais aussi de tout ce qui concerne la maternité, la paternité, les petits, les plus gros bobos. Et aujourd'hui, direction la maison de naissance de la clinique mutualiste à Grenoble. Et oui, alors excitation, stress, peur, panique, larmes de joie. L'accouchement est déjà en soi un tsunami d'émotions. Alors quand on se retrouve dans une salle de travail à l'hôpital ou à la clinique, dans un univers hyper médicalisé, même si ça reste le plus beau jour de notre vie, n'est-ce pas, Marie-Caroline ? Évidemment. C'est pas top comme ambiance, donc c'est là qu'interviennent les maisons de naissance. Là-bas, tout est fait pour que les femmes puissent accoucher le plus naturellement possible, comme à la maison, une sorte de cocon doux, zen, coloré, avec le moins de médicalisation possible, c'est-à-dire donc sans péridurale, mais toujours avec la présence d'une équipe de sages-femmes pour le suivi pré- et post-natal. Alors à Grenoble, la seule maison de naissance a ouvert ses portes donc il y a 1 an au sein même de la clinique mutualiste. Visite guidée avec Lucille Dailly. La pause café n'a jamais paru aussi précieuse. Elle s'invite ici dans un moment unique de la vie. La naissance et tout ce qui l'accompagne se voit dédié un lieu à Grenoble. Une maison loin, très loin du contexte médicalisé des maternités classiques. Comme de plus en plus de futures mamans désireuses de laisser la nature faire son œuvre, Charlotte s'est reconnue dans ce projet alors tout juste mis en place. J'ai eu un premier accouchement qui s'était bien passé, mais pendant lequel j'avais eu l'impression de ne pas être assez actrice. Et donc l'idée, c'était que je voulais revenir à quelque chose de plus naturel et où je me sente pleinement investie de l'accouchement, du début jusqu'à la fin et jusqu'à l'accueil de mon bébé. C'est tout le principe de la maison de naissance, gérée exclusivement par des sages-femmes qui assurent personnellement le suivi de la grossesse, la prise en charge pendant toute la durée de l'accouchement et l'accompagnement après la naissance. Pour en profiter, il faut être en bonne santé, sans antécédent de césarienne et attendre un seul bébé. Les familles sont alors accueillies comme à la maison. Il y a une pièce dite de vie où les parents sont libres, même au décours d'une consultation ou d'une séance de préparation, de venir se préparer une tisane, prendre un goûter, etc. Nous avons fait une chambre principale de naissance qui est équipée avec la baignoire, de quoi faire la suspension, le tapis si la maman est mieux au sol. On a une pièce plus dédiée aux consultations qui peut aussi être une chambre de naissance. En cas de nécessité médicale, la maison se situe à quelques mètres de la maternité du groupe hospitalier mutualiste. Mais si tout va bien, le temps laisse faire les choses. La plupart du temps, le processus est naturel et il n'a pas besoin de grand-chose pour s'accomplir, pour un peu que les mamans se sentent en sécurité. Ce lieu, je ne sais pas s'il dédramatise, en tout cas, il permet ce pouvoir du corps et le processus de la naissance puisse s'exprimer. La maman peut quitter la maison de naissance jusqu'à 24 heures après l'accouchement. La sage-femme viendra la voir ensuite à son domicile aussi souvent que nécessaire, histoire de prolonger bien plus qu'un accompagnement, une véritable aventure humaine tissée au fil des débuts de la vie. Alors en France, il existe 9 maisons de naissance. Elles sont toutes en expérimentation jusqu'en 2020. Et l'Isère est plutôt bien dotée puisqu'en plus de la maison à Grenoble, il y a aussi Premières Heures au Monde à Bourgoin-Jallieu au centre hospitalier Pierre Oudot. Alors 1 an après sa création, est-ce que la maison de naissance de la clinique mutualiste est plébiscitée par les futures mamans ? Alors elle n'est pas plébiscitée, elle est presque victime de son succès puisque beaucoup de couples sont sur liste d'attente et que les demandes dépassent de loin les frontières de l'agglo jusque dans le Diois ou encore les Hautes-Alpes. Depuis l'ouverture, le binôme de sages-femmes a mis au monde une centaine de bébés. Un second binôme devrait être mis en place à partir de septembre de cette année, puisque l'objectif, c'est plus 15% de couples d'ici la fin de l'année. Alors, améliorer les liens entre les parents et les nouveau-nés, c'est vraiment le dada de la maternité de la clinique mutualiste qui continue son petit bonhomme de chemin dans cette direction. Et oui, l'équipe de sages-femmes a elle aussi succombé à l'appel du crowdfunding. C'est ce type de financement participatif très en vogue actuellement pour financer des festivals, des salles de spectacle ou alors des projets humanitaires. Donc les sages-femmes de la Mut, elles ont besoin de 9 000 € pour acheter des lits doubles et des lits cododo, du matériel qui permettra aux couples de créer un lien charnel très fort avec leur enfant dès sa naissance.
Le but, c'est vraiment d'acheter 2 lits doubles et 2 lits cododo. Les lits cododo, ce sont des petits lits qu'on peut coller contre les lits des parents. Et ça évite, par exemple, aux mamans qui ont des césariennes de devoir se lever, se pencher au-dessus du berceau pour récupérer son enfant. Là, il est vraiment collé au lit des parents et on peut vraiment le prendre sans aucun problème. Les avantages, c'est d'être comme à la maison. C'est vraiment d'être collé serré, de ne plus subir la séparation d'après l'accouchement pour libérer ces hormones que l'on appelle les hormones du lien, qui sont les ocytocines. Et plus on est collé serré et plus l'hormone de l'amour arrive à se libérer. Et donc après tout le reste, vraiment la montée de lait, le lien mère-enfant qui se crée, le couple aussi qui se soude à ce moment-là. Donc c'est primordial. Alors si vous voulez participer à ce beau projet de direction de la plateforme Cocorico, ça s'appelle Naître en famille, rendons l'accouchement plus chaleureux. Et si tout fonctionne bien, eh bien, la clinique mutualiste sera la seule maternité à le proposer. Alors, on se mobilise. Et puis, avant de vous quitter, mon petit conseil sorti du mois, et c'est au cinéma Le Club à Grenoble, un documentaire qui s'appelle Le cerveau des enfants, c'est de Stéphanie Briand. Alors, c'est une plongée dans les neurosciences qui explique comment nos expériences dans l'enfance façonnent notre cerveau. C'est basé sur des témoignages de psychiatres et de neuroscientifiques américains. De l'émotion à l'apprentissage, le film présente tout ce qu'il est essentiel de savoir pour accompagner les enfants dans la réalisation de leur plein potentiel et les aider à s'épanouir. Donc voilà, c'est en ce moment au club, alors on se dépêche aussi d'aller le voir. Ça donne envie tous ces petits bouts. Merci beaucoup Julie, on marque une petite pause et on se retrouve tout de suite après. De retour dans Check-up pour parler à présent d'insuffisance cardiaque. Plusieurs invités nous ont rejoints. Je vous les présente dans un instant. Nous sommes donc en compagnie, et en plus de Vincent Templard, qui est heureusement toujours avec nous, de 2 médecins et d'un patient. D'habitude, on dit, y a-t-il un médecin dans la salle? Mais là, on peut dire, y a-t-il un Vincent Templard dans la salle? Docteur Muriel Salva, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cardiologue au CHU Grenoble-Alpes et coordinatrice médicale de RESIC 38. Vous nous expliquerez de quoi il s'agit dans quelques minutes. À vos côtés, le docteur Damien Guijarro, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cardiologue au groupe hospitalier mutualiste de Grenoble. Et en face de vous, Pascal Turpin, bonsoir. Bonsoir. Souffrez-vous d'insuffisance cardiaque? Vous allez nous expliquer comment ça se manifeste dans votre vie quotidienne. L'insuffisance cardiaque touche environ 1 130 000 personnes en France et cause 73 000 décès chaque année. C'est 7 fois plus que l'infarctus du myocarde et 14 fois plus que les accidents de la route. Maladie chronique, elle est bien souvent émaillée de complications aiguës. Docteur Guijarro, c'est une maladie dont on ne mesure pas souvent l'importance et pourtant, vous me disiez en préparant cette émission que c'était un peu le cancer du cœur. Qu'est-ce que ça signifie? On peut donc en mourir? On peut en mourir et puis... on peut surtout aussi avoir, pour les patients qui en souffrent, parfois des qualités de vie qui sont très altérées. Alors, oui, la question du pronostic, elle se pose. L'insuffisance cardiaque, c'est une maladie qui est très grave et qui est des fois un peu, un peu sous-estimée dans la gravité. Le fait de faire un jour un épisode d'insuffisance cardiaque, ça veut dire quelque chose sur le plan du pronostic du patient. Et donc, si on regarde certaines courbes de mortalité de pathologies qu'on connaît, le cancer des poumons, du côlon, etc., on voit qu'au milieu de tout ça, l'insuffisance cardiaque, elle a une courbe de survie qui est assez similaire, parfois même plus grave, par rapport à des cancers qui ont amélioré leur pronostic avec les nouveaux traitements. Et donc, c'est à prendre très au sérieux, il y a des médicaments, etc. Et donc, quelque part, en termes de pronostic pour la santé, une formule choc, c'est de dire que c'est le cancer du cœur, c'est vrai, ouais. Docteur Salva, quels sont les symptômes? Comment on sait qu'on est atteint d'insuffisance cardiaque? Est-ce qu'on le sait, est-ce qu'on le devine d'abord? Alors souvent on ne le sait pas. Les patients se plaignent d'essoufflement. Ils peuvent se plaindre d'avoir les jambes qui gonflent ou de prendre du poids et puis d'être fatigués. Donc ce ne sont pas des signes très spécifiques. C'est plutôt un ensemble de signes qui vont faire que le patient va aller consulter son médecin et le médecin traitant va l'orienter vers le cardiologue. Ça touche quel type de population? Alors, il y a différents types de populations. Il y a les patients qui
un tout petit nombre chez les patients jeunes, un nombre plus important chez les 50-70 ans qui ont fait un infarctus en fait quand ils avaient 40 ans, 45 ans, 50 ans et qui vont développer petit à petit de l'insuffisance cardiaque. Ça, c'est la plus grosse proportion. Et puis ensuite, il y a les patients plus âgés, chez les plus de 70-75 ans, qui vont développer là aussi de l'insuffisance cardiaque liée à l'hypertension, au diabète, à l'infarctus à nouveau. Donc on a vraiment 3 catégories de patients bien différentes. Docteur Guijarro, on va voir avec vous ce qui se passe au niveau physiologique dans le cœur. Alors vous nous avez apporté une image d'un cœur normal. Ouais, ça, c'est une boucle d'échographie. Hein. Là, tout va bien. Voilà, tout va bien. On voit principalement la cavité qu'on voit au milieu, c'est le ventricule gauche. Et on voit bien qu'il a un aspect un peu bondissant, il se contracte très bien, il se remplit aussi très bien. Alors, on va voir à présent un cœur insuffisant. Ouais, alors ça, c'est ce que, typiquement, c'est ce qu'a dit Muriel. C'est le dossier d'un patient qui a fait un infarctus. On voit qu'il y a toute une portion du cœur du ventricule gauche qui ne bouge plus. On voit qu'une petite partie sur le côté là qui fonctionne encore. Et donc c'est typiquement ce cas-là où quand le ventricule gauche ou d'autres parties du cœur, il y a d'autres maladies qui peuvent survenir, pas que sur le ventricule gauche. Quand le cœur dans son ensemble dysfonctionne, en fait, on voit qu'il y a des mécanismes qui peuvent se mettre en place, qui vont le dilater, qui vont l'hypertrophier et faire en sorte qu'au final, il va dysfonctionner et ça entraîne les symptômes de la maladie. Quels sont les facteurs de risque? Comment devient-on insuffisant cardiaque? Ça rejoint ce que disait Muriel sur les causes de la maladie. Principalement, il y a 50% des gens presque qui sont en rapport avec la maladie coronaire, le fait de faire un infarctus, donc tout ce qui encrasse les artères, donc le diabète, l'hypertension, ça c'est des facteurs de risque qui vont faire en sorte que ces maladies pourront survenir. Et donc, si des cœurs dysfonctionnent, les gens pourront souffrir d'insuffisance cardiaque. Et puis après, principalement, oui, il y a l'hypertension, il y a l'âge, il y a certaines anomalies du rythme, mais après, il y a des cas beaucoup plus rares sur des troubles hormonaux, sur des troubles, des maladies d'origine génétique, qui ne sont pas rares non plus, hein, mais qui sont un peu plus marginales, ouais, c'est sûr. Quand on parle d'insuffisance cardiaque, c'est la phase amont qui précède l'infarctus ou parce que ce terme d'insuffisance, en définitive, il regroupe quoi? En fait, l'insuffisance, c'est simplement le fait que le cœur n'arrive pas à faire son travail. Et donc, il n'arrive pas à faire son travail si à partir d'un moment, il perd sa capacité de fonctionnelle normale. L'événement princeps, ça peut être typiquement un infarctus. Quelqu'un de 40 ans, par exemple, a un cœur normal, mais a des problèmes d'artère qu'il connaît ou qu'il ne connaît pas. Si une artère se bouche et détruit une partie du cœur, du muscle, et ben, cette partie-là ne fonctionnera plus. Et donc, du coup, le cœur sera brinque-ballant, en fait. Hein, et après, la maladie survient. Mais est-ce que parce qu'on a eu un infarctus, on va forcément développer de l'insuffisance cardiaque? Non, la prise en charge actuelle de l'infarctus a beaucoup progressé avec une prise en charge rapide grâce notamment au SAMU, aux angioplasticiens, les cardiologues qui vont déboucher les artères, grâce aux thérapeutes, aux nouveaux médicaments dans la prise en charge après l'infarctus. Et c'est pour ça que les patients vont avoir un arsenal de médicaments assez important après un infarctus. C'est pour éviter d'évoluer vers l'insuffisance cardiaque. Est-ce que c'est une pathologie qui touche autant les hommes que les femmes? Ça va dépendre de l'âge. En gros, chez les gens moins de 75 ans, il y aura plutôt plus d'hommes parce qu'au jour d'aujourd'hui, les hommes font plus d'infarctus. Et puis, chez les patients plus âgés, du fait que la population féminine est plus importante, au-dessus de 80, 85 ans, même plus, mais il y aura forcément plus de femmes. Ça dépend de l'âge auquel on peut. Est-ce que l'environnement est un facteur? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a pu observer? La pollution est montrée comme pouvant entraîner une décompensation cardiaque. C'est-à-dire que les gens sont sont équilibrés et puis un épisode de pollution important peut entraîner une décompensation. C'est quoi une décompensation? C'est la modification de l'état du patient. En fait, le patient, il va bien, il vit avec sa vie, comme nous expliquera tout à l'heure M. Turpin. Et puis, pour une raison, il y a un facteur qui va précipiter le travail du cœur. Le cœur va devoir travailler de manière plus importante. À ce moment-là, ça va le fatiguer encore plus. Et le patient va être plus essoufflé, va avoir des jambes qui gonflent, va être plus fatigué. Et c'est ça ce qu'on appelle une décompensation. Les patients ne viennent pas forcément directement vous voir, vous l'avez dit, et bien souvent, c'est chez le médecin généraliste que l'insuffisance cardiaque est détectée. C'est quelque chose qu'on va rechercher
particulièrement chez les personnes qui ont présenté un infarctus, ou qui sont traitées depuis longtemps pour une insuffisance cardiaque, ou un problème cardiaque. Quand on les voit pour renouveler leurs médicaments, au-delà de la surveillance classique, on va être vigilant à rechercher d'éventuels signes. On les interroge sur leurs activités, sur ce qu'ils font, et de temps en temps, ils vont nous dire qu'ils sont plus fatigués pour aller acheter le pain, ou plus fatigués quand ils font leur lit. Ce sont ce genre de signes qui vont nous alerter, nous faire évoquer éventuellement une insuffisance cardiaque. Ce qui est difficile, ce sont les formes peu marquées. Quand les gens viennent, effectivement, sont essoufflés ou sont fatigués. On n'a pas forcément les signes cardiaques typiques. Donc, effectivement, il faut y penser, en particulier chez les personnes âgées, ou chez les personnes qui ont des antécédents cardiaques connus qui pourraient se compliquer d'une insuffisance cardiaque au bout de quelques années. Et puis, y penser même en absence d'antécédents cardiaques. Et du coup, dans ces cas-là, où a priori il n'y a pas de niveau d'urgence, on va faire notamment une prise de sang et demander un avis auprès d'un cardiologue pour confirmer ce diagnostic. On peut commencer à mettre un traitement le cas échéant pour soulager en particulier éventuellement des diurétiques pour éliminer l'excès d'eau dans le corps. Alors Pascal Turpin, vous êtes-vous atteint d'insuffisance cardiaque? Comment avez-vous été diagnostiqué? Par une crise, un infarctus. J'ai été hospitalisé avec le SAMU et opéré de suite parce que j'ai fait un infarctus assez sérieux qui traînait depuis plusieurs semaines, enfin du moins ma souffrance cardiaque. Et après une semaine en réanimation, je suis passé en soins intensifs et après en rééducation. C'était il y a combien de temps? C'était décembre 2016, en période de pic de pollution. Et j'avais fait 1 ou 2 blocages respiratoires. Et avec le médecin, comme je n'avais pas été très clair dans l'énonciation des symptômes, on avait mis ça sur une crise d'angoisse nocturne ou autre. Et donc, on a laissé passer un peu le temps que j'aille voir un pneumologue, mais je n'ai pas eu le temps. J'ai décompensé. Je crois que c'est ça, auparavant. Et j'ai été pris en charge par le SAMU et les pompiers. Vous dites plusieurs semaines avant. Oui. Quels étaient les symptômes que vous avez eus J'avais énormément d'essoufflement. J'habite sur les quais. Pour aller prendre mon train à la gare, j'avais l'impression de monter Bastille. Mais j'étais en période, comme je disais, de pollution. J'étais un gros fumeur, en fort stress au travail, en surpoids. Donc, je me disais, c'est la pollution, c'est parce que je respire mal. Et je n'ai pas mis ça du tout sur le compte du cœur, parce que j'avais aucune douleur, ni thoracique, ni dans le bras. Est-ce que ça fait mal? Il y a une douleur ou c'est simplement l'essoufflement? Alors, je crois qu'il faut distinguer 2 choses. L'infarctus, l'infarctus du myocarde, le plus souvent fait mal. L'insuffisance cardiaque, les patients vont plutôt être gênés, vont plutôt avoir une oppression. On peut avoir les 2 en même temps, mais dans l'insuffisance cardiaque, le plus souvent, les gens décrivent plutôt une gêne respiratoire ou de l'essoufflement. Voilà, moi, c'était vraiment ça, avec une douleur à la mâchoire. Et je ne savais pas que c'était un des signes de la souffrance cardiaque, comme la douleur dans le bras. Et j'avais oublié d'en parler avec le médecin. Je crois qu'avec ce symptôme, il aurait vite vu. Mais du coup, j'ai traîné cet essoufflement et cette fatigue, mettant ça sur le compte de la fin de l'année, d'une forte pression au boulot, au travail. Alors, est-ce que l'insuffisance cardiaque déclenche l'infarctus ou est-ce que l'infarctus déclenche l'insuffisance cardiaque? C'est l'infarctus qui va déclencher l'insuffisance cardiaque. Voilà. Donc, du coup, j'ai été pris en charge en rééducation et par la suite au sein du RESIC, qui est piloté par le docteur Salva, où c'est un réseau d'insuffisants cardiaques, où on se retrouve ensemble les uns les autres, ceux qui sont volontaires, pour échanger et trouver des solutions pour mieux vivre sa maladie au quotidien. Alors on va pouvoir parler tout de suite de ce RESIC. Il a été mis en place il y a combien de temps? Ça a été mis en place, le premier patient a été inclus en 2005. L'idée de créer un réseau a germé dans les années 2000. C'est 2 cardiologues, un hospitalier et un libéral, qui avaient imaginé ça. Et ensuite, ils ont travaillé avec les acteurs de terrain, aussi bien hospitaliers que les acteurs libéraux, parce que les patients, ils ne sont pas que à l'hôpital ou en clinique. La plupart du temps, ils vivent à l'extérieur et c'était important pour nous de travailler avec les infirmières, les diètes, les kinés, les psychos, les pharmaciens, de travailler avec les médecins généralistes, bien entendu. D'accord, donc les diététiciens, les diètes. Les diététiciens, pardon. On est d'accord. Il y a d'autres réseaux de ce type en France ?
Alors, il y a à peu près une dizaine de réseaux de ce type en France. Ce n'est pas sur tout le territoire français. C'est des réseaux qui sont nés à l'initiative de certains médecins dans les début des années 2000 essentiellement, puisqu'il y avait des financements. C'est un réseau qui nécessite un financement et on a des financements spécifiques qui ne sont pour les patients, pour la prise en charge psychologique, pour la prise en charge diététique et pour l'éducation thérapeutique. Donc ça, c'est le gros plus du réseau. En quoi c'est utile de faire partie d'un réseau ? Alors, le principe du réseau, c'est de se dire, un patient, pour qu'il soit bien pris en charge, il faut qu'il soit bien pris en charge à l'hôpital ou en clinique, mais aussi au domicile. Et qu'en traitant bien correctement les patients à domicile, on va les aider dans leur quotidien. Parce que ce que disait Damien tout à l'heure, leur qualité de vie est altérée et le réseau va à la fois permettre d'améliorer la prise en charge au niveau des soins, mais aussi de la qualité de vie en permettant d'avoir un soutien psychologique s'il y a besoin, en permettant des séances d'éducation collective, comme le disait tout à l'heure Pascal Turpin, où les patients vont pouvoir échanger, vont pouvoir discuter de leurs symptômes, de comment ils vivent, comment se passe la reprise du travail, comment se passent les voyages, tout ce qui est dans la vie, tout ce qui est positif pour un patient aussi. Alors justement, comment on voyage ? Les vacances sont bientôt là, c'est possible de voyager ? Je vais peut-être laisser répondre Pascal Turpin. Oui. Donc, bien sûr, c'est une question d'organisation. Moi, en plus, je suis porteur d'un défibrillateur. Donc, il faut anticiper, savoir où on va. Est-ce qu'il y a des services adaptés en cas de dysfonctionnement cardiaque, avoir son traitement en double, voilà, on se donne des ficelles. Mais oui, on peut avoir une vie, certes, plus ralentie, moins intense au niveau adrénaline, mais on a une vie tout à fait satisfaisante quand on s'écoute. Alors aujourd'hui, vous êtes suivi comment ? Vous avez donc des réunions avec le réseau ? On a des réunions avec le RÉSIC, j'ai mon médecin traitant qui est en lien avec le cardiologue, j'ai le pharmacien qui est en lien avec les deux autres. Voilà, donc l'ensemble des personnes que je rencontre dans le cadre de mes soins sont en lien, informées des différents bilans et évolutions de ma maladie. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est le côté chronique de la maladie, puisque moi j'ai eu des blessures dans ma vie. C'est pas très difficile de se battre contre une maladie en vue d'une guérison. C'est plus compliqué quand on vous dit il n'y a pas de guérison, c'est-à-dire que cette maladie, tu vas la garder avec toi indéfiniment maintenant. Et là, c'est regarder l'avenir différemment. Enfin, je ne sais pas si vous percevez ce que... Est-ce qu'on peut améliorer son état ? C'est-à-dire que si on prend les médicaments, un jour tout va bien, on se dit je peux arrêter là, tout va bien. Ou ça, c'est pas possible. Non, allez arrêter. C'est une maladie chronique, comme le dit très bien Pascal Turpin, où on peut soigner les gens. C'est-à-dire qu'on va les prendre en charge médicalement avec des médicaments, avec la rééducation cardiaque, avec la prise en charge avec des piles ou des défibrillateurs. Mais, comme il le dit très bien, on ne le guérit pas. Donc, les patients, il y a certains patients qui se disent maintenant ça va mieux, je vais arrêter le traitement. Des fois, ça arrive. Ils arrivent un petit peu plus tôt dans les services d'urgence. Et via le réseau, c'est une des choses qu'on essaye de faire, c'est que le patient puisse adhérer à son traitement sur du long terme, parce qu'à court terme, c'est facile, sur du long terme, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, on va voir sur le cœur comment ça se passe quand ça va mieux. Là encore, avec une petite vidéo, docteur Guigéraud, on va voir un cœur qui... donc, c'est le cœur le cœur de gauche. En fait, c'est la même personne, hein, c'est simplement l'effet du traitement. Alors, j'espère que les boucles elles sont suffisamment parlantes. Hein. À gauche, on voit bien que le ventricule gauche, encore une fois, la cavité au milieu, elle est très dilatée, presque comme un ballon. Hein. Et on voit bien que ça dysfonctionne. Et à droite, c'est moins tonique. Plus tard, on voit que le ventricule gauche est moins dilaté et il se contracte mieux. C'est l'effet des traitements. Alors, c'est vrai que selon les cas de figure, parfois les gens pourront récupérer un état de santé qui sera très 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 bon, qui leur permettra d'avoir une vie presque normale. Et parfois certaines personnes, elles gardent un handicap dans la vie de tous les jours. Et selon ça définit un peu la gravité de l'insuffisance cardiaque dont souffrent les personnes, quoi. Il y a des gens qui vont être essoufflés en se lavant les cheveux. J'avais une dame une fois qui m'avait dit qu'elle était essoufflée quand elle faisait la vaisselle. Elle ne pouvait pas faire la vaisselle en une fois, elle était essoufflée, elle s'arrêtait. Et à côté de ça, il y a des personnes qui peuvent faire du vélo, faire de la randonnée, etc. Tout dépend de leur évolution et puis du stade auquel ils sont.
Alors, on a pas mal entendu parler, on a entendu parler tout à l'heure par le médecin généraliste, de rétention d'eau. Quel est le rapport entre le cœur et la rétention d'eau ? En fait, c'est que lorsque le cœur dysfonctionne, il n'arrive pas à faire son travail. Par définition, il est insuffisant. Et donc, ce manque de débit cardiaque qu'on voudrait qu'il produise va déclencher en fait, des mécanismes qui sont un peu compliqués à détailler, mais des mécanismes qui, normalement, nous sauvent la mise sur une phase aiguë, mais en phase chronique, vont être en permanence là et vont essayer de restaurer une pression artérielle plus forte, là où le cœur est défaillant pour aider à la faire. Et ces mécanismes qui se mettent en jeu occasionnent de la tachycardie pour le cœur, occasionnent de la dilatation, de l'hypertrophie pour le cœur. Et en périphérie, plutôt pour les organes, le rein, etc., de la rétention d'eau. En fait, l'organisme essaie de préserver, d'augmenter son volume pour préserver cette tension artérielle. C'est un peu compliqué à expliquer, mais du coup, il va y avoir une stimulation de la soif, il va y avoir une diminution des pertes, et cette rétention hydrosodée va au final se traduire quelque part, et donc ça va engorger éventuellement les poumons, les gens pourront faire un œdème pulmonaire, seront essoufflés, ou alors se retrouver en périphérie au niveau des jambes ou au niveau du ventre, et donc pourront se sentir pas très bien ballonnés avec des douleurs digestives, et puis sinon évidemment avec les œdèmes et une prise de poids importante. Est-ce que c'est un traitement médicamenteux qui est lourd ? Vous prenez beaucoup de médicaments ? Oui, je suis à 12-13. Par jour ? Par jour, ouais, mais j'étais à 17, alors Victoire. Ça va mieux. C'est un travail d'être malade, hein. Faut faire son pilulier une fois par semaine pour pas se tromper. Mais c'est vrai que la rétention d'eau, c'est... Enfin, du moins, moi, c'est la restriction hydrique qui me préoccupe le plus. Parce que je suis contraint à ne boire qu'1 litre de liquide par jour, même en période de canicule. Donc, le moindre aliment un peu salé, j'ai énormément soif et je crois que ça renforce. Et si je me lâche un peu, je l'ai fait un petit peu au début, en liquide, je ne parle pas d'alcool, je parle de jus de fruits ou d'eau ou de café. Je suis fatigué les 2 jours qui suivent. C'est très peu, 1 litre. C'est très peu et il faut vraiment observer. Enfin, c'est un combat tous les jours, le liquide. Alors, pour les médicaments, on va chez le pharmacien, et les pharmaciens ont aussi un rôle à jouer dans cette prise en charge de l'insuffisance cardiaque. Alors, notre rôle en premier lieu, c'est bien sûr de vérifier la conformité de l'ordonnance par rapport aux interactions, par rapport à la pertinence de la prescription. Donc ça, c'est le travail de base, on va dire. C'est aussi de vérifier tout ce qui est contre-indication, interaction, et aussi de donner des conseils aux patients insuffisants cardiaques, notamment sur son hygiène de vie, sur son activité physique, sur sa diététique, puisqu'il faut faire attention quand on est insuffisant cardiaque à l'apport en eau et à l'apport en sel. Donc nous sommes un peu les garde-fous, le dernier recours en fait, quand il y a un problème qui va se poser, les garde-fous vis-à-vis de ce genre de patients. Et puis aussi les gens viennent nous voir facilement. Passer la porte d'une pharmacie, c'est facile à faire, c'est gratuit. Et on est toujours disponible pour discuter avec nos clients patients, en fait, de leurs problèmes. Voilà, parce que quelquefois, il y a un problème d'accessibilité dans les cabinets médicaux. Le médecin n'a pas toujours le temps de garder longtemps son patient. Il y a du monde dans sa salle d'attente. Et nous sommes là pour aider l'équipe médicale et prodiguer les conseils pour autant qu'on ait été formé correctement. D'où l'importance, Dr Salva, d'intégrer aussi les pharmaciens dans le réseau. Je crois que chaque professionnel de santé, chaque soignant, chaque infirmière, tout le monde compte. En fait, parce que tous les patients vont avoir accès à différents professionnels de santé suivant leurs symptômes, suivant ce qu'ils ont envie de faire, puisqu'ils ont un suivi qui est quand même aussi à la carte. C'est-à-dire que d'avoir une infirmière à domicile pour certains patients, c'est ce qui va leur permettre de rester à domicile. Et puis pour d'autres patients qui sont plus jeunes, qui sont capables de se peser tout seuls, de surveiller leur tension tout seul, ça ne sera pas forcément une infirmière qu'il faudra. Mais le pharmacien a le même rôle qu'un autre soignant.
Alors, puisque vous parlez de peser, on va parler de balance connectée. Vous testez actuellement depuis septembre au CHU Grenoble-Alpes cette balance connectée pour le traitement des patients. On va regarder le reportage d'Olivier Escalon qui s'est rendu chez un habitant de Saint-Marcellin qui teste cette balance. Patrice a 37 ans, il souffre d'insuffisance cardiaque. Cette pathologie mal connue touche 1 million de personnes en France. Elle est la première cause d'hospitalisation chez l'adulte. Depuis plus de 2 ans, le Saint-Marcellinois participe à un programme de suivi à domicile. Première action de la journée, se peser. Deuxième action, répondre à quelques questions. Alors là, je suis en train de répondre au questionnaire suite à la prise de mon poids ce matin. J'ai différentes questions pour savoir si j'ai bien dormi, si j'ai besoin d'une oreille supplémentaire pour mieux respirer, si j'ai toussé cette nuit ou si j'ai eu de la fièvre aussi. C'est des questions qui permettent de savoir comment je me porte au jour le jour. Et donc après, une fois que j'ai répondu au questionnaire, les données sont envoyées directement au centre Cordiva qui, eux, après, en fonction de mes réponses, m'appellent ou non s'il y a un problème. Cordiva, c'est l'une des plateformes choisies par les équipes du CHU Grenoble-Alpes pour son programme de télésurveillance des patients atteints de cette pathologie. Les nouveaux outils numériques sont un atout précieux dans le suivi des malades. L'objectif, dépister tôt les symptômes précurseurs d'une décompensation cardiaque. Dans l'insuffisance cardiaque, les personnes font de la rétention d'eau qui est due à différents paramètres. Et donc, en fait, ils prennent du poids et cette eau se met à différentes parties au niveau des poumons, des jambes. Et donc, ils augmentent et ça peut aller à des problèmes très graves et à une hospitalisation en urgence. Donc le but de la télésurveillance, c'est de prendre au début de la décompensation cardiaque pour pouvoir intervenir rapidement, soit par le médecin généraliste, soit par le cardiologue, simplement en augmentant des fois les traitements à domicile. Prévenir les hospitalisations ou mieux les organiser représente des économies importantes pour les hôpitaux publics. Ce suivi permet également aux patients d'être acteurs de sa prise en charge, du point de vue diététique et thérapeutique. Je ne me pèserais peut-être pas tous les jours si c'était une simple balance, si c'était moi qui devais faire la démarche. Là, je suis, entre guillemets, obligé de le faire parce que j'ai un suivi. Sinon, il m'appelle, au bout de 2 jours, si je n'ai pas répondu, il m'appelle pour voir si ça va ou pas. Donc, même si moi, j'ai tendance des fois à oublier, là, au moins, je sais que tous les jours, j'ai le même rituel. Je me lève, je me pèse et après, la journée, elle démarre. 160 000 personnes sont hospitalisées pour insuffisance cardiaque chaque année. En moyenne, 25% des patients sont réhospitalisés dans le mois qui suit leur sortie. Vincent, vous aviez une question à poser au docteur Salva. Oui, docteur Salva, ce système a été mis en place relativement récemment, en septembre 2017, mais est-ce qu'on peut faire déjà un premier bilan de cette balance connectée? Alors actuellement, la télésurveillance dans l'insuffisance cardiaque, pour l'instant, les résultats sont très différents suivant quels paramètres on surveille, suivant dans quel système de santé on est. Il y a des preuves plutôt positives sur l'Amérique du Nord. En France, actuellement, on est encore en stade d'expérimentation. On a essayé plusieurs systèmes. On en est à notre 3e système pour voir celui qui convient le mieux aux patients. Parce que là aussi, il faut considérer qu'on est sur du long terme et il ne faut pas que les patients s'essoufflent au sens figuré du terme, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils le fassent sur longtemps. Et ça, c'est vraiment important de voir en termes de contraintes et ce qui est acceptable pour les gens en termes d'intrusion, puisque tout ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Mais généralement, les patients qu'on a appareillés sont partants de toute façon. Donc c'est plutôt pour nous, on a pour l'instant une expérience positive. Les études scientifiques françaises sont encore en attente de résultats. Donc ce qu'on voit notamment dans ce reportage, c'est que ça fonctionne vraiment mieux quand le patient est vraiment acteur de son traitement. Ça permet vraiment aux patients de se mobiliser. Et comme il le dit très bien, il y a des fois, peut-être je ne le ferai pas, mais là, comme c'est simple, et puis les gens m'appellent, etc. Donc c'est quelque chose qui peut être très aidant pour le patient. Et ils ont un suivi à côté, un suivi éducatif téléphonique aussi. Donc c'est pas du contrôle. Je crois que c'est ça qui est important d'avoir en tête. C'est vraiment le patient qui fait cette démarche d'aller se peser, de se rendre compte aussi des symptômes, parce qu'ils ont des fois une adaptabilité aux symptômes qui est importante, c'est-à-dire qu'ils sont un peu plus essoufflés, mais ils n'auraient pas trop tendance à le faire. Ils ne prêtent pas attention. Voilà, donc ça c'est important.
Alors, vous le proposez à tous les insuffisants cardiaques ou il y a des critères particuliers? On le propose à tous les insuffisants cardiaques sous différentes formes, dans le sens où on travaille avec plusieurs prestataires, puisqu'il y a plusieurs études en cours, plusieurs expérimentations en cours. Et puis la deuxième des choses, il faut que le patient soit partant. Donc ça, et la troisième restriction, c'est que pour certains patients, ça peut être anxiogène. Donc ça, on en discute avant avec eux. L'objectif, c'est au contraire qu'ils se sentent en sécurité. Donc il y a des patients qui disent, mais moi j'ai mon infirmière du réseau à domicile, ça me suffit, auquel cas on s'adaptera. Il y a des patients qui disent, je suis capable de faire tout seul, on s'adapte. Je crois qu'il faut vraiment avoir à l'heure actuelle, dans la médecine, c'est d'avoir aussi une personnalisation. C'est vraiment important. Et puis, mais la plupart tous les patients qui passent via le CHU ou via le RESIC, parce qu'à la clinique mutualiste, ils ont aussi commencé, ils ont cette possibilité-là. Est-ce que les uns les autres, vous souhaitez ajouter quelque chose avant qu'on conclue? Oui. Ça pèse de monter tous les jours sur la balance. Mais moi, je me pèse, mais je comprends, c'est vrai que les patients doivent être acteurs, d'où l'intérêt de rejoindre des réseaux. Et parce que vous-même, vous formez aussi pour pouvoir en parler aux autres patients. Voilà, pour pouvoir en parler aux autres patients, tout simplement pour que les patients apprennent à bien vivre leur maladie au quotidien. D'abord, on est parti, j'espère, pour longtemps ensemble avec ma maladie. Maintenant, il faut qu'on soit au mieux, quoi. Mais c'est vrai que ça pèse de monter sur la balance tous les jours. Mais très vite, on voit les écarts. Moi, ça m'arrive 1,5 kg, 2 kg. Et on voit les effets de la restriction hydrique et du repos où tout de suite, on redescend. Mesdames, on arrive à perdre 2 kilos en 2 jours. Quelle chance. En tout cas, merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Vous nous avez certainement éclairé sur l'insuffisance cardiaque. Merci beaucoup également Vincent Templard. Merci à vous, Marie. On se retrouve très vite pour un prochain check-up. En attendant, portez-vous bien. À bientôt. Les assurances santé et les solutions de prévoyance de la Caisse d'épargne vous ont présenté Check-up. Medialp, 20 points de vente dans la région, de vente et location de matériel de confort médical, vous présente Check-up.